On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On évoque le discours du président Macron. L'un des axes de ce qu'il a dit et de la présidence française de l'Union européenne sera la lutte contre les flux migratoires incontrôlés. Il veut réformer l'espace Schengen. On va écouter ce qu'il dit, puis je vous passe la parole ensuite, Éric Ciotti, puisque vous êtes notre invité ce soir. Et la présidence française portera une réforme de l'espace Schengen qui est la condition du respect de sa promesse originelle d'un espace de libre circulation. Protéger nos frontières extérieures, y compris en élaborant une force intergouvernementale d'intervention rapide. Acter d'un accueil partagé, solidaire entre les États membres, comme nous l'avons fait entre 2018 et 2021. Bâtir les partenariats avec les pays d'origine et de transit pour lutter contre les réseaux de passeurs et rendre efficace notre politique de retour. Construire au fond une politique plus efficace, mais respectueuse de nos principes pour lutter contre l'immigration irrégulière. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette vision, Éric Ciotti. C'est ce que vous réclamez aussi. Rendre efficace la politique de retour. Bien sûr, mais ce sont des paroles. On arrive au terme de ce quinquennat. On ne va pas réformer Schengen dans les 3 mois à venir. C'est un chantier qui nécessitera du temps. Et il y a des pays qui avancent aujourd'hui. Et si on protège mieux nos frontières, c'est uniquement en construisant des murs, du fait de la volonté de certains pays qui protègent les frontières externes de l'Europe. C'est le cas de la Grèce aujourd'hui, avec le Premier ministre grec de droite, Mitsotakis. C'est le cas de la Hongrie, avec Viktor Orban. C'est le cas de la Pologne, qui a été confrontée à l'agression de la Biélorussie. Et ces pays sont en train de se fédérer. D'ailleurs, ils ont écrit, il y a 12 pays de l'Union européenne qui ont écrit à la Commission, et ils vont se réunir demain à Vilnius pour demander notamment qu'il y ait des barrières physiques, c'est-à-dire des murs, qui puissent être érigés. Donc il y a une révolte de ces pays frontaliers, et la France est étrangère à cette démarche. Elle ne s'y associe pas, même elle la condamne. Donc il y a toujours ce en même temps qui est la marque finalement de ce pouvoir, des discours et des actes qui sont très différents. Monsieur Macron préside le Conseil, eh bien il doit écouter l'appel de ces 12 pays. Et donc financer la construction des murs, c'est ça ? Il y a l'Autriche, absolument. Il y a la Pologne, il y a la Hongrie, il y a le Danemark, gouvernement social-démocrate, qui réclame aujourd'hui une nouvelle politique. J'étais avec Valérie Pécresse le week-end dernier en Grèce. On a vu comment, en quelques mois, le Premier ministre grec avait révolutionné la politique migratoire de la Grèce, mais de l'Europe. Eh bien, il construit des centres. Il a construit aujourd'hui un centre, qui est un centre de rétention de 3000 places, un centre d'accueil des migrants, qui est un centre fermé, qui, notamment pour ceux qui se voient refuser le droit de bénéficier du statut noble de réfugié, sont placés dans un centre de rétention avant que Frontex ne procède à leur expulsion. Il y a eu jusqu'à 9000 migrants sur l'île de Samos qui arrivent, on voit la Turquie, on voit le drapeau turc en face, Samos, c'est à peine à 1 kilomètre, et on a les bateaux qui arrivent, et aujourd'hui, il y a une action des forces grecques, mais aussi de Frontex, c'est important, même si elle est insuffisante, mais elle est là, elle existe, qui repousse, c'est ce qu'ils appellent les push-boats, les embarcations qui arrivent de la Turquie. Aujourd'hui, dans ce camp, il y a 450 migrants. Donc, la volonté politique a fait diviser par 20 les entrées migratoires. Et ça, on pourrait le faire sur le sol français ? Il faut le faire sur les frontières externes. Et puis, il y a cette logique aussi du traitement de l'asile, du droit d'asile à la frontière. Là, Emmanuel Macron en a souvent parlé. Il a parlé des hotspots, de traiter les demandes d'asile hors de l'Europe ou à la frontière externe de l'Europe. C'est ça la solution. La solution sur les flux migratoires, c'est ne pas laisser rentrer avec Frontex. Frontex devait recruter 10 000 personnes supplémentaires. On en est aujourd'hui à 600. On a vu le directeur qui était là, 600 à peine en catégorie 1. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge. Mais ce qui est fait entre la Grèce et la Turquie doit être fait entre l'Italie et la Tunisie, à Lampedusa, doit être fait en Espagne aussi. Ce sont des ports d'entrée. Et on voit bien que l'Italie ou l'Espagne, avec des gouvernements beaucoup plus à gauche,
aujourd'hui, en gros, considère qu'il faut laisser rentrer les migrants pour qu'ils passent le plus vite possible vers la France ou vers la Grande-Bretagne. Donc la réalité, elle est là. Il faut une volonté, traiter l'asile à la frontière, repousser avec des conditions humaines, parce que ce qui est important aussi, ce qui se passe en Grèce, c'est que le camp où il y avait 9000 personnes, on l'a visité. C'était d'une indignité totale, d'une inhumanité absolue. Là, on a un camp qui réserve un accueil très digne pour ces migrants. Il y a des sanitaires, il y a des logements qui sont aux normes de confort, il y a un stade, il y a une école, il y a un accueil qui est digne, mais qui est ferme. Et j'ai toujours défendu, moi, cette alliance de la fermeté et de l'humanité. C'est ça qui doit nous conduire. Beaucoup de la fermeté, quand même. Oui, la fermeté, c'est la primauté à l'humanité. Parce que si on laisse les frontières ouvertes, on laisse prospérer le commerce des passeurs. Et c'est ce commerce qui nourrit les naufrages, les drames et donc les morts en Méditerranée ou dans la Manche. Il y a un moment donné où la France va devoir faire finalement comme ces pays polonais, etc., enfin tous les pays qui ont décidé de reprendre le contrôle de leurs frontières dans un système de subsidiarité qui n'est d'ailleurs pas contraire à l'esprit européen. Est-ce que vous nous garantissez que Valérie Pécresse est sur la même ligne et qu'elle reprendra le contrôle des frontières, ou est-ce qu'elle va tenter de négocier pendant des années avec la Commission européenne? Je crois que c'est assez clair. Vous avez écouté son discours en Grèce, elle a parlé de cette nécessité, dans la lettre des 12 États membres de l'Union européenne, il est demandé de financer des barrières physiques. Valérie Pécresse a repris son expression, elle a parlé de murs, pour qu'on oriente simplement les portes d'entrée sur ce qu'on appelle les points de passage autorisés. Des murs, on est d'accord, mais des murs faits avec l'Europe ou pour ce qui est des frontières françaises, parce qu'avant que les 27 se mettent d'accord pour mettre des murs, vous savez très bien que ça va être compliqué. Je parle des frontières externes. Ensuite, je suis favorable à ce qu'on rétablisse, c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, il faut bien le dire, je suis élu d'un département frontalier qui est la principale porte d'entrée depuis l'Italie, à Menton notamment, de migrants. On est allé jusqu'à quelques jours. Il y a eu 300 interpellations par jour dans des périodes de pic migratoire, mais en moyenne, c'est chaque jour aujourd'hui autour de 100 interpellations à Menton. Donc il y a ces contrôles depuis notamment le 13 novembre 2015. Donc c'est possible dans les traités, ça existe. La crise sanitaire l'a montré aussi. Donc, nous sommes naturellement pour ces contrôles. Il faut qu'ils soient maintenus. Ils sont à titre dérogatoire. Il faut qu'ils soient pérennisés. Moi, je crois aux frontières. Je crois à la libre circulation. Mais la libre circulation n'a de sens que s'il y a des contrôles aux frontières. Mais la solution, elle sera aux frontières externe, parce que dès qu'un migrant est déjà mis un pied sur le sol européen, j'ai presque tendance à dire que c'est déjà une partie est perdue, parce qu'ensuite on a toute la problématique du retour, et là on est dans une naïveté extraordinaire. Il faudra rétablir le délit de séjour illégal. Il faudra revenir sur les procédures de rétention. Aujourd'hui, quand un policier interpelle un migrant, quand il y a une procédure, quand une juridiction administrative dit qu'une personne ne peut pas être demandeur d'asile. Voilà. Regardez le parcours d'un demandeur d'asile. C'est déjà, il peut demander l'asile à n'importe quel moment, même s'il est rentré un an avant illégalement. Il passe devant l'OFPRA. C'est la France, rejette pas l'Europe. Hein. Oui, mais ça veut dire que c'est pour ça que ce parcours, il faut le régler avant. Parce qu'aujourd'hui, en France, il est d'une complexité absolue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le simplifier. Nous avons des mesures très fortes. À 27, vous allez avoir du mal à édicter des règles dans notre programme. Mais il faut faire tout parallèlement. La protection extérieure, parce que c'est une partie qui se gagne, et puis aussi aller vers les expulsions beaucoup plus rapides dans notre pays. Arrêter que l'asile, c'est extraordinaire. C'est accorder le statut de réfugié à ceux qui sont opprimés. Aujourd'hui, c'est devenu la porte d'entrée légale pour l'immigration illégale. Les 2 tiers des demandeurs d'asile voient leur demande rejetée. Et dans des conditions un peu particulières, j'ai échangé récemment avec un magistrat de la Cour nationale du droit d'asile qui m'évoquait la multitude de fraudes
à l'asile aujourd'hui qui permet à des personnes qui ne sont pas des réfugiés de se maintenir dans notre pays, de violer finalement ce principe tellement noble de l'asile. Donc il faut arrêter avec la naïveté, il faut que ceux qui arrivent de pays sûrs notamment, je pense en particulier de l'Albanie, où aujourd'hui il n'y a plus de nécessité d'avoir un visa, de ceux qui arrivent de Géorgie, ce sont des gros flots de demandeurs d'asile. On les place tout de suite dans des centres de rétention, qu'on examine leur demande d'asile en quelques heures ou en quelques jours, et que là, on puisse les reconduire vers leur pays. Voilà, ce sont des mesures très simples. Ils font de la reconduction, bien sûr. Alors, et avec efficacité. Vous vouliez intervenir? Non, mais Éric Ciotti, on parle souvent de ces questions sur le sujet des flux migratoires à venir. C'est très bien, c'est intéressant parce que ça nous dit effectivement ce que vous ferez pour les freiner ou les réguler mieux qu'on ne le fait. Moi, je voudrais qu'on parle de la situation à l'instant T dans notre pays. On a une double problématique et je crois que vous le reconnaissez vous-même et j'aimerais que vous nous donniez les solutions si demain vous êtes aux responsabilités. 1, l'immigration légale. Comment on fait pour favoriser une intégration républicaine plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui? On a évoqué tout à l'heure, avant que vous arriviez sur le plateau, les 600 heures d'apprentissage de la langue obligatoire en Allemagne, établies par des institutions étatiques, à contrario des 200 heures non obligatoires en France, dispensées par des associations. Que ferez-vous pour favoriser l'intégration de l'immigration légale, puisque vous n'êtes pas pour l'immigration zéro avec Valérie Pécresse, vous êtes pour des quotas migratoires. Deuxièmement, que ferez-vous sur l'immigration clandestine? Par plusieurs centaines de milliers de personnes, hein, donc on n'arrive pas à ériger un chiffre, mais on dit entre 500 et 800 000, allons-y, 1 million. Comment faites-vous pour mettre en place des reconduites dans le pays d'origine, tout en sachant les difficultés que tous les gouvernements, celui de Nicolas Sarkozy y compris, François Hollande, Emmanuel Macron avec Gérald Darmanin qui a fait le tour des pays du Maghreb, sans aucune réponse. Avec des migrants Karim dont les enfants sont scolarisés en France, c'est ça que vous dites. Alors, la difficulté d'expulser tout type, parce qu'il y a effectivement des migrants qui, en situation régulière, ont eu des enfants, installé une famille. Il y a des hommes seuls qui ont franchi traversé la Méditerranée et qui sont en situation d'errance, sans papier, sans travail, parce que leur statut ne le permet pas. Et c'est vrai que bon nombre de nos compatriotes, quelle que soit leur sensibilité politique, ne comprennent pas pourquoi quelqu'un qui passe à travers les mailles de la loi républicaine n'est pas reconduit dans son pays d'origine. D'autant plus que ça crée un trouble sur l'immigration légale. Absolument. Qui respecte le pays, qui paie des impôts, qui est utile à notre développement. On fait une confusion. Comment faites-vous pour traiter ces deux sujets aujourd'hui et maintenant? Je vais vous répondre. D'abord sur l'immigration légale et sur l'exigence impérieuse d'assimiler. Vous avez parlé d'intégrer. Moi, je dirais d'assimiler les étrangers qui sont sur notre territoire, qui souhaitent vivre en France durablement, aux valeurs de notre nation. D'abord, je pense qu'on ne peut pas assimiler un nombre aussi important tel qu'on le connaît depuis le début de ce quinquennat. Il faut savoir que sous Emmanuel Macron, on a battu des records migratoires. Jamais un président de la République, en tout cas depuis 40 ans, n'avait vu accueillir sous son mandat autant d'immigrés en situation légale. L'Allemagne fait 5 fois plus que nous à arriver à intégrer. Je parle de la France. Non, mais justement, je parle de la France. Nous, ils arrivent à intégrer ou non? En tout cas, sur les demandeurs d'asile, on était très loin, on était le 3 ou 4e pays il y a 15 ans. On est aujourd'hui le 10e pays au monde en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, il faut limiter les flux. Parce qu'il faut dire la vérité, on ne peut pas intégrer ou assimiler près de 450 000 personnes qui arrivent en situation légale dans notre pays. Ceux qui sont là, Éric Ciotti. Je parle de ceux qui sont là. Oui, mais aujourd'hui, ils sont là. On aura les chiffres de 2021 dans quelques jours, demain ou après-demain. 2020, c'était une année à part parce qu'il y avait le Covid, donc on avait des frontières, il n'y avait plus de vols, tout était fermé, donc les chiffres ont baissé un peu, mais pas en proportion de la fermeture. La dernière référence, c'est 2019. Nous avons 132 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés en France. Nous avons 270 000 titres de séjour qui ont été délivrés avec deux volets essentiels, l'immigration familiale, 90 000, un peu plus de 90 000, 92 000 personnes, et l'immigration universitaire, qui a doublé
qui a doublé en 10 ans. Voilà. Donc, il y a cette réalité auquel on rajoute environ 40 000 mineurs. Comment vous intégrez? Vous me 40 000 mineurs isolés. Vous me donnez des chiffres. Comment on intègre ceux qui sont en situation légale? Comment on reconduit les clandestins? Il faut qu'il en rentre. Concret, il faut qu'il en rentre moins parce qu'on ne peut pas, je vous dis, on ne peut pas ceux qui sont intégrer 450 000 personnes. Ensuite, il y a un immense travail d'intégration, d'assimilation. Il y a une erreur tragique qui a été faite. L'enseignement des langues et des cultures d'origine. L'enseignement, notamment, privilégié de l'arabe dans les écoles primaires ou dans les collèges. Quand on arrive en France, la priorité, c'est pour moi d'enseigner le français. Et ça, il faut arrêter. Ce gouvernement l'avait dit, ils ne l'ont pas fait, d'arrêter ce qu'on appelle les ELCO, les enseignements des langues et des cultures d'origine. Pour vous, c'est le problème, ça, d'intégration. Ça fait partie des problèmes. Mais l'école doit jouer un rôle majeur qu'elle ne joue pas aujourd'hui dans l'assimilation aux valeurs de la République. Mais tant qu'on aura des flux aussi importants, on aura ces problèmes. Donc il faut remodeler, il faut donner de la priorité. L'Office français de l'intégration, l'OFII, doit avoir des moyens. Il faut que l'école de la République ait aussi ses moyens, et puis qu'il faut que l'on choisisse. C'est pour ça que l'on propose des quotas. Quand on dit qu'il faut des quotas pour rentrer, parce que nous, on n'est pas aux responsabilités aujourd'hui. Je vous dis ce qu'on va proposer. Vous n'avez pas dit comment on expulsait. Avec Valérie Pécresse. Deuxième volet. On va faire une pause et je vous passe la parole. Les expulsions, c'est aussi important. On reprendra bien sur ce sujet précis. On va revenir sur les expulsions. Des émigrés qui sont sur le sol français. À tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Éric Ciotti, Karim Zerebi, Alexandre Devecchio du Figaro et Jean-Claude Dacier. La réponse à la question que vous posez, Karim Zerebi, Éric Ciotti, comment vous faites pour les clandestins qui sont sur notre sol, qui y sont installés depuis parfois des semaines, des mois, voire des années? Comment vous faites pour les expulser? Emmanuel Macron a tenté de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, marocains ou tunisiens. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il faut faire autre chose? Suppression de la circulaire Valls sur les régularisations. Ça, c'est pour ceux qui arrivent encore. Réinstauration du délit de séjour illégal qui permet le placement en garde à vue. Doublement du nombre de places dans les centres de rétention. Aujourd'hui, il y a officiellement 1800 places dans les centres de rétention. À peine 1300 sont opérationnels. Nous proposons de doubler le nombre de places des centres de rétention. C'est chiffré, on y travaille. J'ai encore travaillé cet après-midi pour le projet de Valérie Pécresse, qui permettra notamment de faire en sorte que les étrangers qui sortent de prison et qui sont en situation irrégulière soient immédiatement placés dans des centres de rétention en vue de leur expulsion. Troisième volet, une action diplomatique très importante. Ce qui aujourd'hui fait obstacle notamment aux expulsions, c'est le refus des pays d'origine de délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires. Là, il faudra qu'il y ait une volonté politique. Je parlais tout à l'heure de la volonté politique du gouvernement, du nouveau gouvernement de droite de la Grèce. Ça veut dire que sur ces pays, je pense à la Tunisie, je pense au Maroc, je pense à l'Algérie, mais la Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui un des 3e pays, selon les années, en termes de demandeurs d'asile. Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Donc on n'a aucune raison de donner, et d'ailleurs c'est quasiment systématiquement refusé, aux ressortissants de la Côte d'Ivoire l'asile. Donc il faudra qu'on ait des actions de coopération, d'aide au développement avec ces pays extrêmement forts. Donc il faut faire une pression sur le maintien de cette aide au développement. Il faut aussi, ça a été annoncé par le gouvernement actuel et j'approuve cette annonce, mais elle n'a été suivie d'aucune action concrète, c'est qu'il faudra conditionner l'octroi des visas en provenance de ces pays, notamment je pense à l'Algérie ou à la Tunisie, en contrepartie de la délivrance des laissez-passer consulaires. C'est ce qu'essaye de faire Gérald Darmanin. Mais ça n'a pas été fait. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut de la volonté. Il faudra que... Il n'en a pas. Attendez, pas tous en même temps. Ce sont les mêmes propositions que le gouvernement actuel et ceux qui vous ont précédé. Non, ce sont de plus. Ce ne sont pas les mêmes propositions. Quand je dis qu'il faut rétablir le délit de séjour illégal, c'est la clé. Non, mais aujourd'hui, les pays d'origine, vous accepterez de les récupérer. Ça a été supprimé par Manuel Valls.
Versailles. Moi, j'ai défendu à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale des amendements pour rétablir le caractère délictuel du séjour illégal. Ça a toujours été refusé par le gouvernement actuel. Le placement en centre de rétention, et il a fallu qu'il y ait le drame de Marseille, l'attentat terroriste où il y a eu cet assassinat à Gare Saint-Charles de ces 2 jeunes filles de la part d'un étranger en situation irrégulière qui aurait dû être en rétention pour qu'on se saisisse un peu de ce problème. Jusque-là, les centres de rétention étaient vides. Donc, il y a des solutions concrètes. Mais il faut une volonté. Et les pays d'origine, jusqu'où ce sont des pays amis, ou avec l'Algérie, des pays avec lesquels on a des relations compliquées. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller ? Votre camarade, ami Zemmour est prêt à aller très très loin. Vous aussi ? Très loin. Il faudra que le président de la République aille voir le président tunisien, ou l'invite, ou le roi du Maroc, en disant aujourd'hui, on change de politique. Sur l'Algérie, on change vous allez jusqu'à démanteler les accords d'Évian, qui sont très favorables justement aux gens qui souhaitent venir personnellement. C'est ce que souhaite Éric Zemmour. Personnellement, dans la campagne du Congrès, j'avais porté cette proposition. Ça a été repris par Valérie Pécresse ou pas ? Nous verrons là-dessus. Mais en tout cas, il faut, parce que nous sommes dans une anomalie avec ce qu'on appelle ces certificats de résidence administrative. C'est pas des titres de séjour pour les Algériens, puisque c'est les accords d'Évian de 62, mais aussi c'est la convention surtout de 68. Je crois qu'il faut qu'on revisite cette convention. En tout cas, je plaiderai dans ce sens. On va écouter juste Éric Zemmour, qui lui avait choisi Calais pour faire un contre-discours à celui d'Emmanuel Macron. Il parle, lui, de l'Europe. L'Europe qui n'est pas une nation selon lui. Écoutez-le. La réalité, c'est que contrairement à ce que croit Emmanuel Macron, l'Europe n'est pas une nation. J'ai noté dans son discours qu'il, pour évoquer les 2 guerres mondiales du XXe siècle, il parle des guerres civiles de l'Europe. Comme si l'Europe était une nation et que l'affrontement entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre n'était qu'une guerre civile. Emmanuel Macron se trompe. Les nations existent. Les nations sont la réalité de l'Europe. Elles sont même l'expression de son génie, car l'État-nation est une invention européenne, et plus particulièrement une invention de la France et de l'Angleterre. Voilà pour Éric Zemmour. On va rejoindre à Calais Gauthier Lebret, notre journaliste, avec Sacha Robin. Gauthier, il y a eu une fin de déplacement assez mouvementée pour Éric Zemmour à Calais, c'est cela ? Fin de déplacement mouvementé pour Éric Zemmour ici à Calais, un déplacement écourté ou plutôt terminé sans la presse. Il n'y aura pas d'images filmées par nos caméras d'Éric Zemmour sur des points où se trouvent des migrants, des clandestins. Et pourquoi ce déplacement a été mouvementé ? Lorsqu'Éric Zemmour échangeait dans le restaurant derrière moi avec des membres des forces de l'ordre, une trentaine de manifestants se sont rassemblés pour protester contre sa présence et pour lui reprocher la condamnation de cette semaine. Et les équipes d'Éric Zemmour soupçonnent un journaliste d'avoir informé les manifestants. Après, on a pu échanger avec ces manifestants hors caméra et effectivement, ils ont reconnu que c'est bien un journaliste qui les a informés du lieu où se trouvait Éric Zemmour et qu'ils l'ont pisté tout au long de cette journée. Alors un peu plus tôt dans la journée, Éric Zemmour était au port de Calais où il a échangé avec le patron du port et un peu plus tôt encore, il était à l'endroit où se trouvait l'ancienne jungle de Calais et c'est là qu'il a fait son fameux discours, sa réponse directe à Emmanuel Macron après son discours de Strasbourg. Il lui a reproché un discours déconnecté, le discours d'un ancien élève de l'ENA. Éric Ciotti, est-ce que le symbole de Calais est un symbole important dans la lutte contre l'immigration illégale ? Pas forcément, c'est pas là que ça se joue. Je le disais tout à l'heure. Calais, c'est un point de passage vers la Grande-Bretagne. Ce qui se joue en matière migratoire, c'est aux frontières externes de l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'est une civilisation. On était à Athènes. Nous avons ses origines. L'Europe, c'est la civilisation gréco-romaine, c'est la civilisation, ce sont nos racines chrétiennes, ce sont les Lumières. C'est une civilisation, mais là où je le dis aussi, ce n'est pas une nation. Voilà, moi je crois aux États-nations. Je suis opposé à une Europe qui effacerait nos identités, nos racines, ce que nous sommes, notre histoire. C'est un peu la vision d'Emmanuel Macron et l'affaire du drapeau sous l'Arc de Triomphe, drapeau européen, qui a été souvent... Valérie Pécresse a dit des choses, elle a été attaquée pour cela, mais on était finalement un peu dans
dans ce que nous voulons faire et dans la différence avec les autres. Pour Emmanuel Macron, c'était que le drapeau européen. Pour nous, c'était le drapeau européen et le drapeau français. Comme l'avait fait Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait présidé l'Union européenne. C'était ça. Nous n'effaçons pas la France. Nous sommes européens. L'Europe peut porter des projets concrets, je pense à l'Europe de l'espace. Il faut avancer sur certains sujets où aujourd'hui le bon périmètre c'est l'Europe, mais pas une Europe qui abolit notre histoire, qui efface notre identité, nos racines, nos cultures, nos nations. Alors, Alexandre Devecchio, et après Jean-Claude. Là encore, je crois volontiers Éric Ciotti, d'autant plus qu'il est sur ces positions-là de manière constante. Maintenant, je note en tant qu'analyste que pour ce qui est de la droite, LR dans son ensemble, c'est beaucoup plus ambigu. Il faut rappeler l'histoire. D'ailleurs, elle est alliée avec des centristes qui ont une vision, à mon avis, pas très éloignée de celle d'Emmanuel Macron. Du reste, ils ont voté petit à petit tous les traités, toutes les mesures qui ont permis à l'Europe d'être non pas tout à fait un État fédéral, non pas une confédération, c'est-à-dire une Europe des nations, mais un espèce de machin, comme dirait le général de Gaulle, supranational, où des fonctionnaires, une commission, pondent un certain nombre de normes qui ensuite sont traduites dans les parlements nationaux. Est-ce que la droite a vraiment la volonté de bousculer tout cela ? Je dois vous dire, Éric Ciotti, que je n'y crois pas totalement, puisque je suis un peu échaudé par des années où elle a accepté cette construction européenne dont on paye aujourd'hui les conséquences. Alors, réponse, et après Jean-Claude. Nous avons la conviction qu'il faudra réformer cette construction. Ce n'est pas une option, c'est une obligation, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Europe a atteint ses limites. Et moi, je veux porter aussi cette voix, si on ne veut pas de nouveau Brexit, qui est le constat d'un extraordinaire échec de l'Europe quand même. Je ne ferai pas de procès en responsabilité, mais c'est le constat que quelque chose n'a pas fonctionné, d'avoir laissé partir la Grande-Bretagne, cette nation qui est la première puissance militaire avec la France, qui était la première puissance de l'Union européenne, qui reste une puissance militaire, un allié important, puissant. C'est une faute. Une question très il y a concrète. des responsabilités britanniques, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas demain qu'on ait ce débat ailleurs. Donc, pour cela, sur les questions migratoires, sur les questions économiques aussi, on a aujourd'hui, je prends un exemple, le débat sur les prix de l'électricité. On est sous le coup de la directive énergie qui impose que la tarification électrique, de l'électricité, elle soit notamment basée sur un mix énergétique où il y a du gaz. Alors que si nous avions une politique tarifaire nationale, alors qu'on a une souveraineté de production de l'électricité grâce au nucléaire voulu par le général de Gaulle, on aurait un prix beaucoup plus faible. Je vous coupe parce que là, des choses vont être décidées sur la taxonomie. Et c'est là où il faut réformer. Européenne. Absolument. Et il faut modifier cette taxonomie. Oui, qui peuvent apparaître d'un côté une bonne chose pour la France, puisque l'Europe semble accepter finalement le nucléaire. Oui, mais il va y avoir des contreparties, des contrôles de l'Union européenne. Est-ce que c'est pas un jeu de dupes en quelque sorte ? Effectivement, l'Europe accepte de considérer le nucléaire comme une énergie verte, mais en échange, l'Allemagne va pouvoir aller voir ce qu'on fait dans nos centrales nucléaires, comment ça fonctionne, etc. Est-ce que finalement, c'est pas un abandon de souveraineté déguisé ? Est-ce que c'est une vraie victoire de Macron ? Ça, c'est une question concrète. Et la deuxième, c'est sur Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, qui dit, lui, moi, je suis pour un grand saut fédéral, et je suis par exemple, sur toutes les questions liées aux affaires étrangères, à la politique diplomatique, faire qu'on arrête l'unanimité et qu'on passe à la majorité, ce qui mettrait en minorité la France. Là, concrètement, que va dire Valérie Pécresse face au chancelier ? Pardon, je vous ai posé deux questions. On fait la première déjà. J'aimerais bien. Je crois que l'intérêt du temps à venir, c'est justement d'avoir une présidente de la République qui retrouve de la crédibilité. Emmanuel Macron s'est beaucoup discrédité en Europe. D'abord, il n'a pas réussi à mettre de l'ordre en France, y compris dans les comptes. On est parmi les plus mauvais élèves de l'Europe en matière budgétaire, en matière de dette, en matière de dépenses publiques, en matière d'impôts, en matière de déficits commerciaux. Malgré la communication outrancière du gouvernement, on est quasiment le plus mauvais élève de la classe économique. Donc, le plus mal placé pour donner des leçons
à tous les pays d'Europe, avec une forme d'arrogance qui a été la condition de l'impuissance. Mettre chez soi. Le préalable, c'est être fort en France pour porter une voix qui soit à nouveau écoutée. Aujourd'hui, les pays qui sont écoutés, c'est l'Allemagne avec le Benelux, ce qu'on appelle les pays frugaux. C'est vrai, mais c'est la stratégie française d'être le bon élève. En pensant que l'Allemagne va faire des concessions, ça n'a pas été le cas. On a perdu de l'influence. Donc il faut retrouver cette influence. Il faut aussi s'appuyer sans doute sur d'autres pays. L'axe franco-allemand, tel qu'on l'a connu, doit être sans doute revisité. En tout cas, personnellement, je le dis. Il y a des nouveaux pays qui montent en puissance, des pays qui ont été un peu marginalisés, qu'il faudra écouter, sur lesquels il faudra s'appuyer. Je suis contre la fin de l'unanimité. Je suis contre le fédéralisme. Et sur l'énergie, je pense que ça sera le chantier prioritaire du nouveau président de la République. Il faut qu'on retrouve notre souveraineté énergétique, notre souveraineté tarifaire. Aujourd'hui, on est en train de détruire EDF parce qu'on est soumis à cette tarification et à cette libre concurrence qui impose, ce qui est une folie absolue. On impose à EDF de vendre à ses concurrents qui n'ont pas participé à la construction des centrales nucléaires de l'électricité qui est achetée 160 € le térawattheure et qui va être vendue aux concurrents d'EDF de façon obligatoire 42 €. Tout ça à la charge du contribuable. Donc il faut revoir l'ouverture à la concurrence. Une dernière question, sur ce sujet. Une minute 30. Un petit mot peut-être, si on cherche bien en faveur de l'Europe. Le président de la République, en tout cas dans son discours de ce matin, a mis au bilan positif de l'Europe la politique sanitaire, les vaccins et, c'est peut-être le plus important, eu égard à la situation économique, je partage votre jugement, néanmoins l'argent est venu. Par milliards et milliards, un jour ou l'autre on peut en rembourser, mais en attendant, l'Europe et la Banque Centrale Européenne a ouvert les vannes et nous a permis quand même de maintenir la tête hors de l'eau. Est-ce que au moins vous êtes d'accord sur l'aspect relativement positif de l'Europe sur ces deux points? Absolument, sur cette politique monétaire. Si nous avons traversé cette crise de façon qui a sauvé les entreprises, c'est dû à la politique de Mario Draghi. Ce que n'avait pas bénéficié Nicolas Sarkozy au temps de la crise de 2009, parce que nous devions gérer des contraintes beaucoup plus fortes. Donc c'est cette politique qui l'a autorisé, mais aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui, pour la première fois, les taux d'intérêt sont devenus positifs sur les obligations en Allemagne. Ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter, parce que l'inflation est de retour. Et ça veut dire que là, pèse sur nous, alors que nous avons 3 000 milliards d'euros de dette, une hypothèque considérable. Il y a 15 ans, le niveau de la dette française était à peu près au niveau de la dette allemande. Aujourd'hui, il y a 40 points d'écart. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron. Eric Ciotti d'être venu ce soir dans Punchline, Alexandre Devecchio, Karim Zeribi et Jean-Claude Dacier. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les débats de Punchline, la suite. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.